Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire dédié au retour d'expérience industrielle sur des technologies innovantes. L'objectif, c'est aller au-delà du discours marketing que vous pouvez recevoir de la part des fournisseurs de solutions pour vous offrir un retour sans filtre, sans langue de bois, sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Pourquoi on lance cette série de webinaires du côté du pôle? On lance parce que, vous le savez, je le sais, on est dans un contexte où l'industrie en France traverse une profonde mutation. On a des enjeux qui sont multiples avec une compétition internationale qui s'intensifie, une compétitivité, une concurrence chinoise qui arrive de plus en plus forte et les entreprises donc doivent s'adapter rapidement aux nouvelles technologies tout en préservant leur souveraineté industrielle. Donc cette transformation, elle nécessite forcément d'acquérir de nouveaux outils de plus performants pour repenser les processus de production. Et dans ce cadre, on a des technologies qui arrivent, notamment les technologies immersives, telles que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, qui sont souvent présentées comme des solutions pour répondre à ces défis. Pourtant, ces solutions qui ont émergé il y a maintenant 10 ans, je crois, on a l'Oculus Rift notamment qui est sorti en 2016 pour le grand public. Euh, Ces technologies, on voit qu'elles ont du mal à se déployer dans le tissu industriel français. Nous, on voit que chez nos adhérents, on a peu d'entreprises finalement qui ont adopté ces technologies, alors que dans la conscience collective, elles sont souvent perçues comme des leviers puissants pour moderniser la formation des employés, optimiser donc le processus, voire faire de la maintenance prédictive. Mais dans la réalité, donc, quelles sont vraiment les retombées concrètes pour les entreprises qui ont décidé d'adopter ces technos? C'est cette question qu'on va tenter d'explorer aujourd'hui. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, il est l'occasion de mieux comprendre les freins à l'adoption de ces technologies, de voir, d'identifier finalement les clés de déploiement pour adopter ces technologies, voir aussi peut-être les alternatives qui sont possibles euh, pour remplacer ces technologies, avec notamment donc, le témoignage d'un acteur du réseau. Donc ce webinaire, il marque le lancement d'une série de plusieurs webinaires où nous allons interroger des industriels sur leur retour d'expérience dans l'intégration des différentes technologies. Au-delà du sujet de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, on va aborder d'autres thématiques. On aura donc en mai une thématique plus sur les outils de manutention, comment implanter de manière la plus efficace possible un outil de manutention sur son site de production, quel rapport les opérateurs ont avec ces outils. On aura aussi un webinaire qui traitera donc de la cobotique avec le questionnement sur l'interface homme-machine et également aussi sur le transport automatisé où là on viendra aborder les sujets on viendra aborder les technologies d'AGV et d'AMR. Donc l'objectif de ces webinaires, il est assez simple, c'est vraiment donner la parole à ceux qui ont éprouvé ces innovations pour partager finalement les réussites, le regard sans filtre et ce qui peut encore être évolué. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier Laurent Felin qui a pris le temps de venir partager son expérience sur les outils implantés chez Talandi. Donc, Laurent partagera donc le retour d'expérience de Talandi à travers le projet SmartLine. Donc, on verra pourquoi ces technologies ont été mises en place, quels bénéfices ont été constatés, mais aussi les difficultés rencontrées et les limites. On verra également aussi les suites de ce projet, comment l'entreprise donc capitalise sur cette expérience et quelles sont donc les prochaines étapes envisagées. Donc ce webinaire, il va se dérouler sous forme d'un dialogue pour que l'échange soit fluide entre moi et Laurent. Mais surtout, n'hésitez pas à intervenir dans le chat qui s'appelle Q&R. Il y a un petit onglet Q&R que vous devez voir si vous avez des questions. Et posez vos questions et moi, avec plaisir, je ferai le relais auprès de Laurent, pardon. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est que vous puissiez repartir avec des réponses précises, avec un retour d'expérience concret. Juste une petite demande de ma part et de la part du pôle, c'est qu'en fin de session, on vous enverra un petit questionnaire pour recueillir vos avis. Merci d'avance pour vos retours qui vont nous aider à améliorer ce format. Vu que c'est le premier en plus d'une série de quatre, voilà, toutes les critiques, bonnes ou mauvaises, sont bonnes à prendre. Donc n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire à la fin. Voilà pour cette petite présentation. Laurent, je te laisse la parole si tu veux présenter Talandi. Bien sûr, merci Paul. Bonjour à vous, donc Laurent Felin, je m'occupe de la partie solutions innovation pour Talandi depuis le début de l'année. Avant, j'occupais un poste d'achat et d'industrialisation.
Talandi, qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise adaptée, donc située à proximité, enfin à quatre sites d'assemblage, deux autour de Rennes et un dans les Côtes d'Armor, environ entre 500 et 550 salariés, avec ayant une RQTAGE, donc une reconnaissance qualité travailleur handicapé, avec une organisation mixte, une organisation entreprise adaptée et une organisation ESAT. Donc on a plus de 48 ans d'expérience, même 50 ans d'expérience cette année, et des activités que ce soit sur la partie assemblage, câblage et numérisation de documents. Ok. Donc voilà, rapidement, loi 1901, voilà, autrement vous avez toutes les informations sur les slides. Après, je vais vous parler un petit peu de... Oui, vas-y Paul. Non, 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 mais vas-y, je Oui, t'en prie. Donc, je vais vous ouais, du parler un projet. petit peu du projet Smartline, comment il est arrivé chez nous. Donc, c'est un projet qu'on a lancé il y a 3-4 ans maintenant, avec l'aide de la BPI et de France Relance. L'objectif de ce projet, c'était de répondre à des demandes de clients sur des productions de petites séries et moyennes séries. C'était le principal objectif. Nous faisons beaucoup d'assemblage pour la partie automobile, pour Stellantis, mais on a quelques clients qui viennent nous voir avec des quantités de 5-10 produits à assembler maximum par an, hein. Avec des difficultés d'intégration de nos personnes et surtout des coûts d'industrialisation, si vous voulez faire des industrialisations traditionnelles sur ces types de production, qui n'étaient pas envisageables de supporter à la fois pour Talandi et pour nos clients. De là est né le projet Smartline que je vais vous présenter. Alors, on l'a appelé SP1, SP2, SP3, SP4. C'est pas très original, c'est-à-dire sous-projet. On n'a pas trop réfléchi sur cette partie-là. Le, Avec deux sous-projets qui sont plutôt des projets avec une approche low-tech, donc le SP1 et le SP2, je vais venir un petit peu après, et deux autres projets, le SP3 et le SP4, qui sont plutôt dédiés à nos activités traditionnelles de câblage et de raccordement de plates électriques, d'armoires électriques, etc. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler du SP1 et du SP2. J'ai voulu, à travers la Smartline, intégrer des briques euh, techniques existantes. Donc, il n'y a aucune innovation, zéro innovation. C'est plutôt, on va prendre sur étagère les quelques briques qu'il y avait à l'époque et on va utiliser ces briques dans ces projets-là. Le SP1, c'est un projet dont le but était de trouver ce qu'on appelle la détection des talents. Chez nous, on parle plutôt des talents plutôt que des compétences. Donc, détection des talents, c'est-à-dire détection donc, des aptitudes naturelles à travers l'outil de la réalité virtuelle. Euh, à travers ça, on a un opérateur chez nous, soit arrivant, soit un opérateur qu'on va former sur un nouveau produit ou une nouvelle technique d'assemblage. On s'est dit, bon, on a une école métier avec des outils traditionnels, mais on s'est dit, comment est-ce qu'on peut apporter un outil euh, numérique pour aller chercher les aptitudes de nos collaborateurs. Donc, c'était le SP1, donc on utilisait la brique réalité virtuelle sur le sujet et nous avons eu un partenaire, donc la société Farsight, qui a travaillé avec nous pour faire ce qu'on appelle les serious games, c'est-à-dire deux environnements virtuels, pardon, pour aller chercher avec les aptitudes de ces personnes. Le mieux, je pense, c'est qu'on vous Ouais. fasse la petite vidéo, Paul, qui va expliquer un petit peu. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, excusez-moi, c'est moi. Chez Talandi, de par la diversité de nos activités industrielles
et la diversité humaine de nos collaborateurs, il est primordial de pouvoir assurer la bonne adéquation entre les attendus des postes de travail et les aptitudes naturelles de nos salariés. Cela afin de les mettre en situation de réussite, premièrement, et deuxièmement, de pouvoir assurer notre performance. Il est donc nécessaire de pouvoir évaluer ces aptitudes naturelles, que chacun d'entre nous possède à des degrés différents. Pour cela, nous sommes dotés, en plus de nos outils traditionnels déjà existants, d'un outil de réalité virtuelle. Le collaborateur évalué aura donc un casque, 2 manettes, et va évoluer dans 2 univers complètement différents. Il sera accompagné et guidé par un avatar tout au long du déroulement du scénario, avatar qui n'est autre que l'évaluateur derrière son poste de supervision. Alors, un premier scénario avec un environnement plutôt bucolique, voire féerique, qui se veut avant tout rassurant, dont l'objectif va être de permettre la prise en main de l'outil, d'accord, avec la construction d'une cabane en bois. Puis un deuxième scénario, avec cette fois-ci un environnement un peu plus industriel, voire technique, puisqu'il s'agit de réaliser la maintenance d'un avion. Dans ce deuxième scénario, on peut évaluer par exemple les capacités à lire un plan, les capacités à prendre des décisions, les capacités à mesurer, ou enfin les capacités à s'organiser. Au final, après une vingtaine de minutes d'exercice, on obtient un rapport avec la liste des aptitudes ayant été évaluées, classée de la plus forte à celle pouvant être améliorée. Alors, c'était une expérience super sympa, un peu déroutante au début, mais une bonne sensation visuelle. Ah, le visuel un peu fantastique, était chouette à voir, qui change notre quotidien. Oui, l'utilisation des manettes peut ne pas être évidente pour tout le monde. C'est une occasion de découvrir la réalité virtuelle. On a plus l'impression de jouer que de travailler, et on oublie même qu'on a une évaluation. D'ailleurs, le retour à la réalité du... Alors, en retour d'expérience côté formateur, évaluateur, cet outil est quand même important puisqu'il permet quand même de tester la capacité d'adaptation des collaborateurs, qui sont quand même dans un milieu complètement différent de leur quotidien, faut le rappeler. Alors, adaptation qui n'est pas facile pour tout le monde, puisque l'outil peut être vécu un peu de façon intrusive, ce qui peut déstabiliser l'utilisateur et donc fausser par conséquent l'évaluation des aptitudes. De plus, je dirais qu'il n'est pas forcément adapté à la totalité des typologies d'handicap qu'on peut rencontrer dans la vie ou chez Talandi. Alors pour nous, formateurs, cet outil est innovant, puisqu'il permet de remettre en cause un peu nos pratiques, ce qui est formateur, bien évidemment. Au final, je dirais que cet outil est intéressant, mais doit être complété par des outils d'évaluation un peu plus classiques, de façon à avoir vraiment une vision complète de la totalité des aptitudes naturelles des collaborateurs. Merci, Paul. Merci Laurent. Et ben, voilà, la vidéo était assez claire, mais moi j'avais une première question, c'était savoir si au moment de finalement la mise en place de cet outil, vous aviez aussi challengé d'autres solutions technologiques chez Talandi qui répondaient un peu aux mêmes besoins que vous aviez finalement de former ces nouveaux collaborateurs. Euh, non, non, en outil numérique, on est directement allé euh, sur le principe de la réalité virtuelle, tout en connaissant euh, les petits inconvénients que ça peut représenter en termes d'adaptation et en termes surtout non pas de résilience, mais comment dire, d'intrusion vis-à-vis des personnes qui utilisent. Mhm. Ok. Et aujourd'hui, la solution, elle est toujours utilisée chez Talandi?
la conception d'un ensemble ou Ah, de la formation. alors on t'a pas trop entendu, Laurent, Ah, le début de ta phrase. Euh, je ah, sais pas si. excuse-moi. Non, Non, non. je disais, non, non, on est directement allé sur la réalité virtuelle Mhm. parce que c'est un outil qu'on avait pu voir Oui, fonctionner dans des environnements de bureaux d'études pour faire de la d'accord. conception de produits et directement est allé sur cet outil-là. Ok. Et aujourd'hui, la solution, elle est toujours utilisée chez Talendie. La solution est utilisée, mais comme dit notre collaboratrice Émilie, avec des difficultés donc de prise en main de l'outil. D'accord. Donc il a fallu qu'on fasse un premier tuto pour expliquer à la personne qui va être en évaluation comment utiliser les manettes, comment se positionner dans l'espace, euh, Ok. etc. Donc ça, on a été obligé de passer par cette étape-là. Et après, on s'est rendu compte que sur l'évaluation qui dure grosso modo 15 à 20 minutes, parce qu'il y a il y a tout un synopsis derrière de Mhm. l'évaluation, au bout de 5-10 minutes, la personne avait déjà des signes, entre guillemets, de fatigue et, D'accord. pour bien supporter cet environnement virtuel. Donc cette technologie, elle n'est pas forcément perçue de la même manière de la part de tous vos collaborateurs. Oui, oui, effectivement, bah, là aussi, hein, on a quelques différences d'âge, hein. Ça peut aller des personnes assez jeunes à un peu plus âgées. Et effectivement, il peut y avoir des difficultés d'appréhension Mm. euh, et surtout de fatigue face à cet environnement. Ok. Et finalement, sur ces entre guillemets problématiques que vous avez eues, votre prestataire qui vous a accompagné à implanter la solution, il a su finalement enfin, vous avez pu le contacter pour en échanger, en discuter avec lui? Ah oui, oui, bien sûr, parce que tout au long du déroulement donc de la conception de ces scénarios, il a été présent avec nous. On a cherché toutes les solutions effectivement pour alléger les phénomènes de fatigue, notamment comme disait Fabrice, donc l'avatar qui est un vrai plus, l'avatar entre guillemets du formateur, qui est un vrai plus dans le scénario. Voilà, il a apporté pas mal de solutions, mais face à la solution physique qui est de phénomène, pourquoi pas de nausée ou ce genre de choses, d'être pendant plus de 20 minutes dans un environnement virtuel, là, il n'a pas pu apporter de solution particulière dessus, hein. Après, c'est un outil qu'on utilise en parallèle de nos outils traditionnels de formation et d'évaluation, Oui. et ça se passe très bien, mais on ne peut pas se baser 100% sur cet outil-là. Ok. Et par rapport à la compatibilité avec tes équipements existants, pour mettre en place le casque, enfin, comment ça se passe de votre côté? Vous avez juste besoin d'un casque et d'un PC? Ah, un casque et un PC, c'est tout. D'accord, ok. Et les deux manettes. Avec Ok, une petite difficulté, il y a deux, trois boutons par manette, là, c'est toujours, faut bien synchroniser, mais c'est tout, oui. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre, hein. ouais, Une pièce toute d'accord, simple, ok. euh, c'est assez rapide. Et après, donc on a fait intervenir des professionnels de gestion du comportement. On a défini un certain nombre d'aptitudes à tester, grosso modo une dizaine d'aptitudes. Et D'accord, le formateur vient sur ces 10 aptitudes par rapport à des étapes du scénario, cocher, c'est un tout bête, hein, c'est des étoiles jusqu'à 5 étoiles, euh, cocher le, cocher le niveau de maturité de la personne. ok, Admettons dextérité, s'il arrive bien à prendre une pièce, donc on va cocher 4 ou 5, admettons. Lecture de plan, lecture de consignes, etc., etc. C'est une évaluation qui est faite par le formateur. Donc il faut que le formateur soit à côté. ok, quand même. Ok. Et est-ce que vous vous êtes posé la question, parce qu'aujourd'hui, finalement, ce projet, il a 3 4 ans. Est-ce que vous êtes Oui, posé la question de changer les casques, d'aller voir des casques finalement qui sont sortis plus récemment, peut-être qui ont évolué? pas encore. Non, non, pas Non. encore. Pas encore. Ok. Donc je sais que par rapport aux Oculus traditionnels, il y a 3-4 ans, il y a quand même un petit peu d'évolution sur le côté hard. On n'a pas encore Mhm. regardé là-dessus. Ok. Et
par rapport au coût du projet, j'ai remis en bas quelques chiffres sur le projet en tant que tel. Oui. La part du financement associé à ce projet. euh, Alors, sur le SP1, donc on a dépensé 40 000 euros. C'est surtout les frais de développement du logiciel, hein. ok. Et depuis l'achat que vous avez fait, vous avez des frais que vous n'aviez pas forcément anticipés sur la maintenabilité de l'outil ou la mise à jour de nouvelles fonctions? Non, 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 pas de souci. pas le SP1. Il y a très peu de hard, hein. Il y a juste le casque qui doit coûter 300-400 € de tête, Ok, et les manettes. Donc, c'est surtout le coût du logiciel, de la solution et de Serious Game, qui a été important sur ce type de projet. ok. Et aujourd'hui, vous avez un peu de recul par rapport à cette techno. Est-ce que aujourd'hui, même sans financement, tu conseillerais à des industriels de s'intéresser à cette technologie de réalité virtuelle pour de la formation comme vous avez fait? Alors, ça dépend. Nous, on a la chance d'avoir une école métier traditionnelle qui est assez bien constituée. Donc, on a 3 personnes au niveau de l'école métier. Donc, Mhm. c'est une équipe qui est assez conséquente. Je pense que si des entreprises, des entreprises ont une école métier un petit peu moins, comment dire, Moins staffé ou... moins staffée, voilà, merci, moins staffée, je pense que ça peut être utile de passer par ce step-là. Ça permet Ok, de décharger un petit peu. Ça peut permettre aussi le côté ludique aussi peut être assez ouais, important. Ça peut d'accord. permettre de déstresser des nouveaux arrivants plutôt que les Ok, mettre directement dans des conditions de formation classique. Donc il y a aussi ce côté-là qui est important, oui. Donc moi ok, j'aurais tendance à conseiller cette approche-là, ouais. ok. Mais ok, tu le conseilles. Et avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais quand même différemment ou... Oui, oui, Ok, je ferai des scénarios beaucoup plus courts, de d'accord, 4 ok. à 5 minutes, quitte, quitte à pouvoir en réaliser plusieurs pour pouvoir tester chacune de ces aptitudes. D'accord, ok. Donc, Donc plutôt des scénarios plus courts. plus court. Après, c'est compliqué parce faut réussir. Il y a toute la partie mise en situation Oui, qui peut être à immersion du immersion. collaborateur. Voilà. Mais je ferai plutôt des serious games beaucoup plus courts, de l'ordre ouais, de 3 minutes maxi pour pas avoir ce phénomène d'intrusion lié à la l'ARV. Ok. Et est-ce que tu penses que pour mettre en place ce type d'outil, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des prérequis pour réussir à une bonne implantation d'un projet comme celui-ci? Ou Prérequis au niveau des personnes qui sont évaluées ou bien au niveau au de niveau des l'entreprise? personnes qui mettent en place la solution? Ou est-ce que finalement l'intégrateur ou le prestataire, même si, euh, même si finalement l'équipe en place n'a pas de connaissances sur la techno, Euh, toi, est-ce que tu avais des prérequis par rapport à cette technologie avant d'être en contact avec Foresight de ton côté? Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Il y a surtout le scénario à bien construire avec des professionnels. Donc, Mhm. c'est avec des gens qui ont un peu l'habitude de faire ce genre De mise en d'environnement. situation. Donc, voilà, c'est surtout travailler avec eux vraiment en amont sur le scénario, ce qu'on veut aller chercher, euh, comment, euh, comment aller le chercher de la façon la plus simple possible. D'accord. Voilà, c'est Ok. surtout ça. Côté Ok. technique, autrement, c'est plutôt des approches, on va dire, sociologiques Oui. que de la technicité derrière. Ok. Eh ben, écoute, s'il n'y a pas forcément de questions sur cette première partie sur le SP1, je te propose qu'on aborde le SP2, le Oui, second projet oui. qui peut nous intéresser. Alors, Alors, le SP2 est un petit peu différent. il est bien différent parce qu'on était là sur plus la partie Voilà. formation. Là, on arrive plus sur le côté production avec un Mm. outil finalement qui aide à Ouais, l'assemblage. Je te laisse peut-être le présenter de ton côté. ouais. Je vais faire une présentation un petit peu rapide du SP2, donc qui lui est le cœur de la Smart Line. Euh, le problème qu'on a, donc nous, on est en position de sous-traitance avec des clients. Généralement, quand les clients viennent nous amener un produit à assembler ou à câbler
ou quoi que ce soit, on n'a pas la data. On n'a pas les plans, on n'a pas les fichiers natifs, que ce soit du CATIA, du SolidWorks, etc. Donc, on arrive généralement avec un proto dans les mains et à part une petite nomenclature sur un fichier Excel ou quoi que ce soit, et peut-être éventuellement des plans 2D en papier, on n'a pas de data. Donc, quand on a voulu effectivement accompagner nos opérateurs à l'assemblage, il y avait deux solutions. Soit on recrée la data de façon à pouvoir la projeter avec des outils classiques de projection qu'on peut voir partout, hein, les projecteurs 3D de chez Diota ou enfin, plein d'outils très classiques sur le sujet. Soit il fallait qu'on arrive à créer quelque chose. Le format de création de la data, on est parti sur des images. C'est ce qui était le plus simple pour nous à, à constituer. Et le principe du SP2, c'est qu'on part d'un produit déjà assemblé, on va le démonter et une personne plutôt profil méthode ou quoi que ce soit va réassembler le produit avec des prises de clichés d'informations. On va voir un petit peu après sur la vidéo. Et après, on va restituer donc le film du montage tel qu'il a été réalisé. Pour information, l'important pour nous, c'était le coût d'industrialisation. C'est-à-dire qu'on en a pour entre 2 à 4 heures, grosso modo, pour faire on va dire ce mode opératoire numérique. Et puis après, je vous l'expliquerai un petit peu après la vidéo comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors là, il n'y a pas de son, donc ne soyez pas étonnés. Donc là, on est sur la batterie, Laurent. Oui, oui, on est sur l'assemblage d'un pack à base de super condensateur. Mhm. Donc, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que donc on a l'attendu sur la partie gauche de l'écran du résultat, et Mhm. sur la partie droite, on peut faire défiler les différentes étapes qu'on a au niveau de l'assemblage. Sur l'autre avantage qu'on a derrière, c'est qu'on peut coupler ça avec des informations, des petites vidéos qu'on peut prendre à D'accord. côté. On peut faire des enregistrements de son. On peut éventuellement inclure des plans, enfin tout type de documents. On a la possibilité, comme vous avez vu au début, avec les lecteurs de code barre et les scans, de mettre en place des détrompages au niveau des servimatières. Là, on n'a pas jugé bon de le faire sur cet exemple-là parce qu'il y avait assez peu de composants. Mais si vous avez, admettons, 20 à 30 composants à assembler, vous pouvez avoir un système de traquage des références des composants avec des petites lumières, vert, rouge, etc., si le composant traqué est le bon. On a Ok. commencé à travailler sur la partie reconnaissance du produit à chacune des étapes du produit assemblé par rapport à l'attendu, donc avec tout simplement des systèmes de contrôle d'image. Voilà. Le, Ok. le- donc, vous voyez, l'architecture est assez simple. Une caméra, un PC, bien sûr, le logiciel dans le PC, et facilement duplicable, donc à très moindre coût. C'est-à-dire qu'on est capable, actuellement, on en a 4 ou 5 déployés chez nous, on est capable de dupliquer ce genre de poste un petit peu partout. On a Et- voulu mettre ça sur une architecture, un poste de travail qui monte, qui descend, qui s'incline aussi dans tous les sens, pour allier la partie charge mentale, allègement de la charge mentale à la partie ergonomie du poste. Donc voilà, c'est assez complet. Excuse-moi.
Non, non, pas de souci. Pour le premier poste, vous avez travaillé tout seul sur ce projet ou vous Non, avez été on a accompagné d'un travaillé prestataire? à tous nos projets. Là, on a travaillé avec DFM, donc qui fait Ok. partie du Ouais, pôle, du ouais. pôle Data Mobility. Oui, Ok. DFM qui vous a accompagné sur le premier poste et après vous avez dupliqué les autres postes vous-même en exactement. interne. Exactement, oui. Après, c'est juste un soft installé sur un PC, donc après, Ouais, on a pu d'accord. Ok. dupliquer. Et sur les autres postes, c'est la même architecture avec une caméra euh, Identique. identique. Très bien. Identique à 100%. Ok, donc finalement une solution assez low-tech comparée aux autres technologies que vous aviez envisagées au départ, Ah oui, oui, ah oui. avec Diota. Finalement Oui, des oui, oui. technologies qui elles, se rapprochent plus de la réalité augmentée, où Mm. là, on est plus sur une, euh, finalement une solution assez simple et pragmatique, avec simple à mettre en place pour vous et aussi simple pour l'opérateur, parce que pas d'éléments à mettre enfin, pas d'éléments à manipuler en tant que tel, pas de lunettes, par exemple, Oui, pas de tablette, mis à part l'écran que qu'il a en face, que l'opérateur a en face de lui. oui. Et comment ça se déroulait avant cette étape de fabrication? Parce que comment vous faisiez avant? Alors avant, on est très mode opératoire papier, avec D'accord. des petites photos. Donc, quand on fait l'industrialisation d'un produit, donc on a un méthodiste qui descend dans l'atelier, qui s'amuse à prendre des petites photos, à les mettre dans un petit document Word. Dès qu'il y a la moindre évolution à la page 14 bis du document, bah, faut aller faire l'évolution, réimprimer le document, etc., etc. L'autre inconvénient qu'on avait, c'est des produits petite série, donc comme je disais, effectivement qui bougent beaucoup hein, euh, en termes de définition technique. Donc voilà, avant on faisait ça en mode papier. Là, Mhm. l'autre avantage, c'est le méthodiste peut faire travailler sur son mode opératoire entre guillemets photo de son bureau. Et puis après, D'accord. donc on peut les mettre directement sur le réseau et puis les rendre accessibles au niveau du poste de montage. Ça c'est un vrai plus aussi. Ok. Avant, on faisait des modes opératoires en papier. Mais je vous dis, on est venu sur cette solution-là parce qu'on n'avait pas on n'avait pas le format numérique, on n'avait pas la donnée. Il est Ouais, vrai que notre approche aurait été complètement différente si on avait pu utiliser de la data de conception du produit. ouais, c'est ça. C'est que vous aviez une problématique, c'est finalement, vous n'avez pas de données, Non, enfin, les clients ne vous fournissent pas de données, donc il faut que vous alliez les chercher de votre côté et vous mettiez en place une solution pour ouais, finalement l'acquérir de votre côté. oui, Et, exactement, oui. et est-ce que tu as des bénéfices concrets, quantifiables, que tu as observés entre ces deux méthodes? Tu as donné Ah sur... oui, en termes de coût, hein, clairement. Là, je dis entre 2 à 4 heures, le temps de prendre les clichés, de mettre les commentaires pour créer entre guillemets un mode opératoire. Et classiquement, c'était super long, quoi. Ouais. Super long. On peut donc, je vous dis, il y a le système du détrompe, enfin du check de scan des éléments aussi qu'on ne pouvait pas faire avant. Mhm. Au niveau des solutions qu'on avait pu regarder, il y avait la projection RA classique, donc ça, on ne pouvait Oui. pas le faire. On a aussi regardé ce qui pouvait se faire en projection graphique, Oui. donc avec un plan de travail et puis 20 ou 40 centimètres au-dessus, la plaque de verre sur laquelle on fait la projection. Ça nous apportait des contraintes au niveau de la gestuelle de l'opérateur, puis au niveau de l'équipement du poste de travail. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris les solutions graphiques et qu'on est allé sur ces solutions vraiment Ok. le plus simple possible. Et cette technologie, j'imagine, si vous l'avez déployée sur d'autres postes, elle est bien perçue par les opérateurs, par Ah les oui. collaborateurs, parce que simple à utiliser. Ah oui, oui, très simple à utiliser. Voilà, il y a juste à faire défiler les photos les unes après, enfin les photos et puis les informations bien sûr dessus les Mhm. unes après les autres. Donc bon, moi, Mais, c'est ce qui est le plus simple, hein. mais ça force finalement aux méthodistes de ton équipe de faire des mises à jour
pour chaque nouveau produit qui arrive. Il y Oui, a ce travail à faire à chaque fois qui il est y a ce petit, nécessaire. oui, ce petit travail à faire en amont, mais Mm. qui finalement se fait assez rapidement parce qu'il peut procéder à des, à la réalisation des clichés sur les différentes étapes au début. Et puis après, en background, il peut faire la synchro des étapes derrière, mettre les commentaires, etc. Donc c'est quand même assez rapide et assez fluide pour lui. Et c'est D'accord. surtout les évolutions qui nous posaient aussi un petit problème. C'est qu'on Mhm. avait quelquefois des modes opératoires qui étaient pas en phase avec les produits sur lesquels nous étions en train de travailler. Ok, Donc il y avait cet aspect-là aussi. Puis tout le côté sauvegarde, hein, oui. tout est géré, enfin tout est géré sur le Oui. réseau. Donc on peut y Parce, accéder n'importe où en télétravail. parce que finalement, là, les, les produits que vous avez reçus une fois, vous avez fait finalement vos photos, vos clichés, vos méthodistes ont travaillé dessus. Hmm, Quand ça revient, vous êtes efficace et vous pouvez travailler à partir de ce que vous aviez fait la première fois. exactement, oui, exactement. Ok. Et la solution que vous a proposé DFM, vous avez eu du mal à la mettre en place ou c'était assez simple? Non, la seule difficulté, c'est une difficulté informatique. C'est D'accord. au début, on avait une solution hébergée en mode SaaS et qu'on a voulu la remettre sur nos serveurs. C'est là où on a des problèmes de communication sur les caméras, etc. Mais c'était purement l'informatique. Ok. Rien à voir avec avec la solution technique apportée par DFM. C'est plutôt au niveau Ok. de notre réseau. Donc, pas de problème de compatibilité non plus avec, enfin, avec vos outils aujourd'hui. Non. Tout est. Ok. Non, non, puis les modes, donc le plan de travail, il fait environ 1 mètre sur 80 centimètres de profondeur. Donc on est capable d'accueillir à la fois des petits produits et des produits un peu plus importants. La seule Ok. difficulté qu'on ait, c'est quand sur ce type de poste, on va faire du câblage de, de petits tableaux électriques. C'est de bien gérer les notions de couleur de fil, etc. Bon, voilà, des petites Ok. particularités suivant les produits. Mais on fait soit des tiroirs électriques, soit, comme on a vu ici, des batteries, enfin, un peu n'importe quoi. Enfin, Ok. Ouais, donc, toute chose d'assemblage, voilà. la typologie de produits multiples. Ah, ouais. D'accord. Très multiple. Et là, si on fait un petit peu un focus sur le coût global de cette solution, euh, j'ai l'impression que vous y retrouvez. Ah oui, oui, donc effectivement, nous, globalement, tout le projet a coûté dans les 60 000 euros, mais là aussi, c'est essentiellement constitué de soft. Côté achat, tout compris, PC, caméra, poste de travail, etc., c'est un poste de travail qui nous revient à 20 000 euros, grosso modo. D'accord. Donc, Ok. bon, on peut pas non Donc, plus en ok. mettre 50 dans l'atelier, mais on a quand même réussi à en dupliquer un petit peu. Ok. Donc, finalement, une solution low-tech à bas Oui, coût qui vous oui, permet finalement d'être efficace et donc et où vous avez pu percevoir des gains de productivité de la part de vos collaborateurs. oui, et essentiellement sur les métiers d'appui, sur les méthodistes, etc. D'accord. Ok. Donc Voilà. là, finalement, ce projet, est-ce que tu le conseillerais aujourd'hui, même si tu n'avais pas été financé avec le plan de relance? Est-ce que pour finalement des personnes qui feraient de l'assemblage comme toi, est-ce Mhm. que c'est une techno que tu conseillerais de ton côté? Bah, tout dépend effectivement de la donnée qu'on peut avoir. Si c'est Ouais. des gens qui font l'assemblage et qui font la conception du produit, bien sûr que dans ce cas-là, non, ça sert à Mhm. rien d'y aller. Faut prendre les outils de RA classique. Par contre, si vous disposez pas des éléments entrants, bah, Ouais. c'est plutôt une bonne solution, oui. Ok. Et vous êtes toujours en contact aujourd'hui avec DFM ou vous êtes autonome sur la solution? On est autonome. Maintenant, la solution, on va la faire évoluer pour faire les contrôles d'image. D'accord? Donc, on n'avait pas forcément à l'époque on en parlera un petit peu plus tard, les bons outils
pour faire un contrôle d'image efficace. Il y a bien Mhm. sûr tout ce qui est perturbation extérieure, la luminosité, voilà, ce genre de choses. Mais maintenant, on commence à avoir des outils de contrôle d'image à base d'IA qui sont plutôt bien. Donc, c'est plutôt sur cet aspect-là maintenant qu'on va travailler. Ok, ok. Et sur la qualité de la caméra, les systèmes de focus, etc. On va travailler à la fois on va essayer de trouver des caméras un peu plus pointues et embarquer des solutions de reconnaissance là aussi, hein. Depuis ces 2 ou 3 dernières années, ça a quand même pas mal bougé, quoi. Ouais. Donc finalement sur ce projet, on voit que même si la réalité augmentée est considérée souvent comme une solution innovante, elle n'est pas Mm. toujours indispensable. Et on le voit dans le projet avec ce poste de travail entre guillemets intelligent qui Mm. offre les mêmes avantages en matière d'efficacité pour finalement vous, enfin la situation en tant que telle pour Talendis, c'est-à-dire le manque de données en entrée. Oui. Mm. Ok. Eh ben écoute, je te propose qu'on termine ce petit chapitre sur le SP2. Oui. Et si tu veux peut-être commenter le SP3 et le SP4 qui sont plus éloignés de... Ouais, c'est vraiment sur les métiers de câblage proprement dit. Donc, le SP3, on a plutôt embarqué la brique IoT dessus. Notre problématique qu'on avait, c'est sur des tests de continuité au niveau des faisceaux électriques, où quand vous faites un faisceau électrique, généralement, vous faites des grandes planches à clous avec les fils que vous venez passer les uns après les autres pour faire le faisceau électrique, et avec derrière, quand on vient tester la continuité ou bien les courants de fuite, il y a un testeur derrière, donc c'est assez figé comme environnement, c'est pas très modulaire. Nous, on a préféré mettre sur chacune des terminaisons des faisceaux électriques des petits boîtiers connectés. Des petits boîtiers, ça fait la taille d'une boîte d'allumettes à peu près. On vient connecter sur l'ensemble des terminaisons des faisceaux qui communiquent entre eux avec des systèmes de programmation assez basiques aussi, assez rapides, et qui permettent de tester nos faisceaux n'importe où. On peut les Ok, tester sur un coin de table, sur un bureau, n'importe comment, donc avec ces petits boîtiers qui communiquent ensemble. Donc ça, c'était la partie test de continuité de faisceau. Et le dernier point, le SP4, là, on a embarqué une solution à base de cobots, de robots d'accord. collaboratifs, pardon. C'était quand vous avez là, par contre, des platines avec 100, 120 points de contrôle dessus. Mhm. On ne peut pas faire de tests fonctionnels parce qu'on n'a pas forcément tous les automates et les softs sur les platines. Donc, nous, on fait généralement des tests point à point sur des platines. Mais quand vous avez 100, 120, 120 points de contrôle, l'opérateur qui a un fichier Excel de 100 lignes, tester s'il met bien ces 2 points de test et que ça marche bien, ça marche pas trop, bref. Donc, on a mis en place 2 petits cobots avec des pointes de test, là aussi, auto-apprentissage passe cobo, et puis après la Mhm. partie duplication. Et ces petits, on vient faire les tests en automatique comme ça. Ça, c'est la solution qui a été la plus coûteuse en termes de prix. Parce que dès que vous mettez des cobots, des petits Ouais. cellules derrière de protection, enfin, ça coûte un Ok, peu ouais. plus cher. Là, par contre, en termes de temps, là, on a des temps de test d'environ de 30 à 45 minutes sur des platines. Ça dépend du nombre de points. Voilà, c'est du temps masqué, hein. D'accord. Ok. Et puis on Donc va là, faire un petit... Ouais. Vas-y, je te laisse finir. oui, et puis et là, le risque d'erreur lié à des pointes avec des pointes de touche basiques qui était extrêmement important, hein. D'accord, ok. Donc ça, c'est le SP4, ouais. Le SP4. Et on va faire un petit focus sur la suite parce on a finalement dressé le portrait de ces quatre projets, la Smart Line, mais quelle, euh, quelle suite finalement pour ce projet Smart Line? Est-ce que vous vous arrêtez là ou je crois qu'il y a des possibilités d'évolution? Tu as commencé Mm. à le mentionner tout à l'heure Oui, oui, avec oui. peut-être un petit focus sur finalement des outils dont on entend parler liés à Mm. l'intelligence artificielle. Comment tu te places par rapport à ça? Alors, on est en train de regarder ce qui existe pour l'instant comme solution dessus. Donc, on va se focaliser sur le SP2 D'accord? pour faire ce système de contrôle d'image un petit peu D'accord, ok. de façon assez robuste.
c'est quelque chose qu'on fait déjà classiquement dans nos assemblages avec des prises de clichés, etc. C'est très, très fragile et très sensible à l'environnement extérieur, à la précision d'ajustement demandée. Voilà, si vous clipsez, je sais pas quoi, un relais à un endroit, si vous le déplacez de 2 millimètres, la caméra va détecter que c'est pas bon, alors que fonctionnellement sur une platine, ça a pas d'impact. Mhm. Donc c'est ce genre de choses qu'on va essayer de gérer avec des outils plus pointus Ok. de reconnaissance. Et l'IA s'y prête très bien. Et comment, chez Talandi, vous capitalisez sur les projets menés sur le SP1, SP2, SP3, SP4, sur la façon de travailler, la façon de trouver un partenaire pour travailler sur ce nouveau sujet? Ah ben, le partenaire, il est en face de moi, hein, donc je te passe un coup de fil et Ouais, d'accord. et t'essaies de me Bah, trouver des gens pour m'aider. C'est pas la on réponse à la essaiera de. question, Paul. Ouais. Bien, bien vu, bien vu, bien vu. Antoine qui nous écoute aussi, je pense, apprendra la balle au bon. Et puis on essaiera Voilà. voilà, de trouver un Voilà. partenaire qui puisse répondre à ce type de projet. Mais c'est vrai que voilà, c'est le focus sur l'IA. Enfin voilà, la brique IA, c'est quelque chose qui commence à arriver. On le voit aussi côté ID4 Mobility. On a lancé un groupe de travail sur le sujet IA et manufacturing avec des prochaines sessions, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Mais on voit que c'est un enjeu et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. On voit que c'est en train de passer du côté bureautique au côté plus manufacturing. Donc voilà. Moi, j'avais une dernière question sur ce côté finalement Brikia. Euh, Tu n'auras pas d'aide associée, je ne crois pas, ou je te l'annonce parce que de notre côté, on n'a pas d'aide ouverte sur ce sujet. Donc, pas d'aide identifiée sur sur cette potentielle briquet. Quelle équation économique mettre en face de ça? Est-ce que c'est simple d'en échanger avec ta direction? Est-ce que ta direction est moteur? Ah, bah oui, enfin, on n'est pas nombreux, hein. Euh, donc oui, la direction est assez moteur sur le sujet. Et c'est des choses qui vont pas forcément nécessiter énormément d'investissement. C'est du temps derrière. Donc nous, on peut travailler en partenariat aussi avec des écoles, on peut aller chercher du mécénat de compétences, il y a des sources de financement qu'on peut aller chercher, et il y a aussi du financement qu'on peut apporter. À chaque fois, ça va être le gain. L'idée, c'est quand même de mesurer le gain qu'on a sur la qualité de nos assemblages et puis et tout ce qui est contrôle derrière, on Mhm. fait rapidement l'adéquation, hein. Très Voilà. bien. Et est-ce que tu avais identifié des produits sur lesquels finalement l'IA pourrait être pertinente? Voilà, tu travailles sur de la batterie, mais je sais que tu travailles sur autre chose. Oui. Est-ce, est-ce qu'il y a un produit auquel tu penses qui pourrait finalement Ah non, correspondre à... non, ça, l'avenir le dira. Je suis, D'accord, ok. vu le nombre de sujets qui peuvent nous arriver en consultation, c'est très, très Oui, varié. d'accord, ok. On va rester quand même sur des produits, parce que je vais utiliser sur l'SP2, on va rester sur des produits en termes de dimensionnement physique. C'est ça ce qui va jouer, hein. Ça D'accord, va être ok. des produits qui font, je te dis, 1 mètre sur 50-80 centimètres. C'est la partie géométrie du produit qui va nous brider un petit peu. Mais après, D'accord, ok. il y aura n'importe quoi, tous les sujets sur lesquels on peut venir nous consulter. Très bien. Eh bien, écoute, pour potentiellement t'accompagner sur ce type de projet, dans le réseau ID for Mobility, on a différents acteurs. On a des plateformes d'accompagnement, mais je sais que tu connais déjà la plateforme d'accompagnement Excelcar qui Mm. finalement qui propose une formule d'accompagnement sur ces sujets de réalité virtuelle et d'adoption d'outils de réalité augmentée. Les sujets d'IA, je pense que Excelcar va aussi s'intéresser à ce type de sujet. On a aussi clarté sur les sujets plus
en lien avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée qui est le centre technique sur ces sujets-là et qui est basé à Laval qui existe. On a aussi des intégrateurs de technologies qui sont déjà existantes. Tu mentionnais tout à l'heure Diota, Forcad, finalement, peut intégrer ces technologies chez des industriels. Je pense aussi à PTC, qui est une technologie aussi de réalité augmentée sur lequel Forcad est compétente. Et puis après, au sein du pôle, on a d'autres acteurs qui développent des solutions plus spécifiques et qui peuvent aussi développer des solutions sur mesure. Voilà, on échangeait et puis tu évoquais tout à l'heure DFM. Voilà, DFM peut faire ça. On a et DFM aussi qui développe une brique d'IA sur différents sujets. Donc, je te conseille aussi de Mm. recontacter Frédéric parce qu'il développe aussi une brique IA sur ces sujets. On a Ava aussi qui développe une solution de fabrication étape par étape sur finalement la partie cycle. HL Solutions, c'est encore autre chose, mais c'est aussi de la réalité augmentée, mais plus pour les carrossiers constructeurs. Donc D'accord. on a ce panel finalement d'acteurs du réseau qui sont compétents sur ces sujets-là et qui sont un peu répartis entre la Bretagne, la Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine, parce que DFM est situé en Nouvelle-Aquitaine. Donc on essaye de mailler le territoire le mieux possible. Ok, merci Paul. Et donc voilà, on arrive sur la fin de cette petite présentation. On a le petit sondage qui arrive, n'hésitez pas à y répondre. Vous avez aussi à l'écran un focus sur deux prochaines animations qui arrivent côté industrie et croissance au sein du pôle IDFA Mobility. Un prochain webinaire, comme je vous ai présenté tout à l'heure, sur la partie solutions ergonomiques, quel impact pour les opérateurs, qui sera normalement le 20 mai, si la date ne change pas, mais pourquoi elle changerait, je ne sais pas. Le 20 mai, donc voilà. Et on a aussi un sujet donc j'ai mentionné aussi que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est l'IA manufacturing avec De Villet qui a implanté une solution d'ordonnancement sur son site. Donc la date aussi est fixée, c'est le 10 juin. Donc tout ça, enfin ces différentes animations sont présentes sur le site, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, il reste de la place. Et moi maintenant, il me reste juste à remercier Laurent. Merci Laurent pour ton témoignage. Merci, merci C'était toi Paul. super Merci. intéressant. Et aux quelques participants qui étaient là, vous remercie aussi pour le temps accordé. Répondez, s'il vous plaît, au sondage. Ça me ferait très plaisir. Et au reste de l'équipe du pôle aussi. Et si vous avez des questions, on reste à votre disposition. Donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne continuation. Très bien. Merci à vous. Bonne Merci. journée. Merci.